Voilà, on retrouve notre tableau. On a préparé les différentes données, regroupé les comptes, transféré certains comptes dans d'autres. On a retraité les réserves latentes. On a tenu compte des valeurs économiques des actifs et des passifs en faisant les retraitements qu'on a vus précédemment. Et puis maintenant, on a un bilan que l'on peut commencer d'analyser. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Donc, l'analyse financière, c'est bien sûr des ratios. Ça, c'est une partie, c'est des calculs. Mais ce qui est le plus dur, à mon avis, et ça s'acquiert en faisant des exercices, en lisant un petit peu les données économiques, les journaux économiques, c'est de poser un avis sur la situation de la société. Beaucoup de fois, on pose une question, on répond oui ou non, mais dans l'analyse financière, c'est pas assez. Il faut un petit peu, pas broder, mais il faut en dire un peu plus que juste oui ou non. Il faut dire oui, c'est bien parce que la marge est bonne, parce que notre proportion des fonds propres est bonne, du coup ça donne la sécurité, parce que la règle d'or du bilan est respectée. Tout ce genre de choses. Donc c'est oui, certes des ratios, mais il y a quand même pas mal d'exercices aussi où on vous demande de prendre, de donner un avis, de prendre position. Et puis ça paye aussi quand même des points. Donc on retrouve nos 5 grandes masses. On va analyser dans un premier temps la structure du passif, donc la structure du financement quelque part. Donc on va s'intéresser à toute la structure du passif. On peut ensuite regarder plus en détail la structure de l'actif. Est-ce qu'on a plus d'actifs immobilisés? Est-ce que ça va entraîner des frais fixes comme les amortissements? Est-ce qu'on a beaucoup de liquidités, beaucoup de stocks? Quelle est la proportion finalement entre les actifs circulants et les actifs immobilisés? Et un troisième axe, c'est pour ça qu'il est aussi en bleu parce qu'il est lié, c'est la capacité de paiement. Comment est-ce que je fais face à mes dettes, qu'elles soient à court terme ou à long terme? Est-ce que mon fonds de roulement, c'est-à-dire mes liquidités, mes créances et mes stocks, me permettent de faire face aux dettes à court terme que j'ai? Je peux encore pousser un petit peu plus loin l'analyse, c'est-à-dire dans mon actif circulant, est-ce qu'il tourne assez vite? Ça, on le verra juste après encore dans les différentes analyses d'activité. Donc, quand je fais une analyse, je peux faire un petit bout. Rarement, je vais faire tous les ratios, mais je vais en choisir un ou deux, et puis je vais peut-être en prendre d'autres qui vont mettre en lumière les ratios que je suis en train d'analyser. Le dernier point à regarder, c'est ce qu'on appelle la règle d'or du bilan. C'est ce qui analyse les dettes à long terme et les fonds propres, soit les capitaux permanents, avec mes actifs immobilisés. Le principe de cette partie-là, c'est de dire que pour financer mes actifs immobilisés, donc ce qui ne bouge pas, ce qui est du long terme, je dois aussi le financer avec des dettes ou des fonds propres, avec des capitaux qui sont disponibles à long terme. Donc typiquement, graphiquement ici, ce qu'on voit, c'est très bien, puisque j'ai une partie du long terme qui finance aussi le court terme. Le long terme, ça ne veut pas dire que j'ai que des dettes qui financent, mais j'ai aussi une bonne proportion de fonds propres. Donc ça, c'est une situation qui est plutôt saine. Je vous propose de prendre ici les ratios qui sont expliqués. C'est tiré de l'ouvrage La comptabilité comme instrument de gestion. Je suppose que ceux qui ont présenté, qui ont préparé les examens du brevet, ont eu ce livre comme référence. C'est un des livres des auteurs de l'examen, comme M. von Gunthen, par exemple, pour la consolidation ou d'autres. Ces gens-là en Suisse allemande, ce sont ceux aussi qui établissent les examens. Donc, quand on est sur ces livres-là, je parle du brevet, pas forcément nécessaire pour comptable ou être comptable. On a une bonne vision quand même de ce qu'on nous demande. Ça vient compléter. Je me suis permis de le mettre ici parce que ça résume, puis que c'était un peu plus simple plutôt que de taper des formules, de reprendre cet élément-là. On retrouve ici nos 4 axes, et puis on reprend sur la structure du capital, donc la structure du passif. On a 2 ratios qui sont l'un et l'autre qui se complètent. C'est ici le degré de financement étranger et le degré de financement propre. Une fois qu'on a calculé ce ratio, l'un ou l'autre, on a automatiquement l'inverse. Donc, capitaux étrangers, 550 par rapport à 1000 de pieds de bilan, j'ai 55%, automatiquement les fonds propres représenteront 45%. On a aussi ici quelque chose qui s'appelle le rapport de financement qu'on peut retrouver
éventuellement aussi au niveau de l'effet de levier dont on va parler après, le lien entre la rentabilité des fonds propres et la rentabilité du capital investi. C'est rien d'autre que mettre en rapport les capitaux étrangers et les fonds propres. Typiquement, si vous avez un concurrent qui, lui, utilise uniquement ce ratio, puis que vous voulez vous comparer à lui, ou que vous voulez comparer 2-3 sociétés qui ont uniquement ce ratio, ben c'est le ratio que vous allez utiliser. Donc, je rappelle, les ratios, c'est vous qui les choisissez. Lorsque vous faites une vraie analyse pour une société, vous prenez ceux qui vous semblent le plus pertinents. Vous en prenez un ou deux, puis vous allez les comparer à quelque chose. Ce que j'ai peut-être pas dit au début, lorsque je fais une analyse de bilan, les ratios, ben, je fais des calculs, je les interprète, mais je les compare pour les interpréter à quelque chose. Je les compare à la branche, les gens qui sont dans ma branche, est-ce qu'ils ont des ratios de liquidité comme ce que j'ai moi, ou bien différents. Je compare un budget. J'avais budgété d'être à temps, rentabilité des fonds propres de 20, et je suis qu'à 15. Quel est le problème? Et après, je vais plus bas dans l'analyse. Je vais regarder, est-ce que ma proportion des fonds étrangers est plus grande? Est-ce que je me suis plus endetté? Du coup, j'ai moins de fonds propres. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact au niveau? Non, ça veut dire que ça, ce serait l'inverse, pardon. Ça veut dire que j'aurais augmenté mes fonds propres si ma rentabilité a diminué. Toujours est-il que je vais m'intéresser à ces différents ratios puis les mettre en relation avec quelque chose. Un ratio tout simple, sans mesure, sans comparaison, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est pour la structure du passif. On a maintenant les trois autres axes que j'ai mis ici en une position. On a la structure du patrimoine, donc la structure des actifs, actifs circulants par rapport au total du bilan, actifs immobilisés, donc quelle est la proportion d'actifs circulants par rapport à la proportion d'actifs immobilisés. Si j'ai beaucoup d'actifs immobilisés, je peux me dire que j'ai peut-être pas mal d'amortissements qui vont tomber, j'ai des renouvellements à faire et j'ai aussi des intérêts. À moins que je finance beaucoup par les fonds propres, normalement, si j'ai une grosse structure d'actifs mobilisés, potentiellement, j'ai des intérêts. Les intérêts, qu'est-ce que c'est? C'est des sorties d'argent que je dois faire, qui a un coût pour mon argent qu'on m'a prêté, mais c'est aussi des sorties, si j'ai des emprunts, que je devrais faire régulièrement. Donc un peu moins de sécurité lorsqu'on a une grosse proportion de fonds étrangers. Plus on est endetté, moins les banques ont tendance à vouloir vous prêter, ou si elles vous prêtent, c'est avec un taux peut-être plus élevé que ce qui pourrait se faire si vous êtes déjà pas mal endetté. Donc, plus le risque est grand, le risque il se mesure au niveau de l'intérêt. J'ai une liquidité, donc une capacité de paiement. C'était l'axe entre les capitaux étrangers et les actifs circulants. Quelle est ma capacité à payer directement avec ma liquidité mes capitaux étrangers à court terme?